Clément. Aujourd'hui, je suis avec mon amie Amélie. Tada. Et on va parler de relations et de célibat, hein. Écoutez, comme d'habitude finalement. Pour changer. Alors, est-ce que tu veux te présenter un petit peu? Je peux me présenter. Est-ce qu'on dit déjà comment on se connaît ou pas? C'est drôle, oui. Ça, ouais, on peut, ouais. Ça participe. C'est déjà dans le sujet quelque part. Tout à fait. Hein Tu veux raconter? Vas-y. C'est moi? Ouais. On s'est rencontrés il y a 9 ans? C'est ça? Quelque chose comme ça? En termes de chronologie, oui, tu vivais déjà à Nîmes. Ouais, c'était il y a 8 ans, ouais. Ouais, je pense. C'est ça. Ouais. Et donc, on s'est rencontrés par le forum polyamour.info. Et... On les salue. Salut, oui, je pense qu'il existe toujours. C'est vrai? Ouais, il est moins nourri qu'avant, parce que maintenant il y a les réseaux sociaux. Enfin, il y a plus d'infos sur Facebook et tout ça. Ouais. Et je sais pas si tu sais pourquoi on avait commencé à discuter ensemble. Toi, tu cherchais. Ouais. Moi, je cherchais des contacts, parce que du coup, je découvrais le polyamour et je voulais absolument parler avec des gens qui avaient avaient déjà travaillé le sujet. Et du coup, j'avais cherché par localisation sur le forum et j'avais trouvé ton contact et d'autres. Tu sais pourquoi? En fait, moi, je m'étais créé un deuxième profil parce que comme c'était un tout petit milieu, je pense que c'est encore le cas quand même, pas mal. Oui. Et je voulais poser des questions sur des situations précises, mais où je voulais pas qu'on comprenne que c'était moi, parce que évidemment avec mon profil et la ville où je vivais, du coup je vivais déjà à Nîmes, et comme Tours c'est une de mes villes de cœur, j'avais mis Tours, je m'étais fait un autre profil avec un pseudo, j'avais mis Tours, et du coup tu m'avais contacté par ce biais. Bah oui, parce que je pensais que t'étais sur Tours. Voilà, c'était drôle, mais du coup après on s'est vu en vrai. Et après on est devenues copines, c'est pas beau ça? Venir à Tours. C'est uniquement pour ça. Voilà. Et Internet c'est beau, putain. Ouais, c'est marrant. Bah ouais, quand même. Comme ça. Et puis que j'ai eu envie de faire ça, que j'ai mis tout. Enfin, voilà. Ça ouais, c'est rigolo. Bah, c'est clair. Parce que t'aurais mis Nîmes, je t'aurais jamais contacté. Oui, ou j'aurais mis. Bah oui. Ouais. Ou Paris. Enfin, oui, c'est ça, voilà. Ouais. Comme quoi. Et voilà. Et du coup, notre amitié épistolaire a commencé. Longue. À ce moment-là. Ouais, je pense que t'es vraiment la personne à qui j'ai écrit le plus dans ma vie. Mais moi je sais que maintenant quand je cherche des infos sur ma vie relationnelle, amoureuse, etc., je vais chercher dans nos mails. Pareil. Si je veux des dates, des infos précises, une chronologie, c'est mon archivage. Tout à fait. Voilà. C'est clair. Et donc je m'appelle Amélie, j'ai 38 ans. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ma vie? Donc je suis polyamoureuse. Je suis actuellement en relation. Alors, je leur ai demandé l'autorisation de dire leur prénom parce que sinon c'est vite compliqué. Et il et elle m'ont dit ok, donc c'est cool. Enfin, du coup, en relation avec Lucas depuis 8 ans, qui est aussi le papa de ma fille avec qui on vit tous les trois. Et je suis en relation avec Marion depuis 6 mois, qui m'a dit oui, dis mon prénom, sinon tu vas être obligée de m'appeler Ginette. Et, voilà. Et on n'aime pas trop ça aurait été drôle, c'est vrai que ça aurait été marrant. Voilà. Très bien. Ouais, bon bah voilà, je crois que c'est pas mal. Écoute, on peut se lancer dans les questions, dans le dur. Alors première question. Ah si, la première question toute première, c'est quand même ce que tu disais tout à l'heure en fait, que t'avais pas été si célibataire que ça dans ta vie. Enfin voilà, en gros, est-ce que tu connais bien le célibat féminin? Est-ce que c'est quelque chose que t'as beaucoup expérimenté? Parce que c'est vrai qu'à la base, sur cette chaîne, on parle surtout du célibat. Mais finalement, on s'élargit aux relations. En fait, c'est certaines facettes, parce que j'ai pas mal habité seule, mais en étant dans des relations, soit à distance, ou juste non cohabitantes. Ça, ouais. Et ce que je te disais aussi avant qu'on enregistre, c'est certaines facettes du célibat. Mais après, donc on en vient à la question de qu'est-ce que le célibat et qu'est-ce que la relation. Mais toi, tu me disais qu'en gros, dans toute ta vie relationnelle, tu avais été célibataire, entre guillemets. Des périodes d'un an, les périodes les plus longues duraient un an et demi. Voilà, sinon le reste du temps quand même. Donc à peu près comme moi finalement, on est des personnes qui sommes beaucoup en relation finalement, on a du mal un petit peu à pas aimer ça quoi, à pas y aller quoi. Ouais, puis quand il y a des occasions qui se présentent, c'est ça, écoute, moi je les vis quoi. Bah bien sûr. Indécrottable. Alors bon, première question, à quel moment tu te sens célibataire et est-ce que ça implique l'abstinence sexuelle? Donc je me sens célibataire quand je me sens pas en relation. C'est pas si évident pour moi ces questions-là. À quel moment je me sens en couple et à quel moment je me sens célibataire. Et par contre, c'est sûr que ça n'implique pas du tout l'abstinence sexuelle. Et même dans mon vécu, en fait, c'est l'inverse. J'ai eu des périodes plus longues d'abstinence sexuelle en étant en couple. Ah, putain, c'est intéressant ça. Et oui.
que en étant célibataire, donc pas mal sur un statut social, mais en ayant des partenaires sexuels. Ok. En fait. Ah bah c'est marrant. Ouais. Tu vois. Comme quoi, la Et vraiment, enfin c'est assez inversé comme. Bah ouais, comme ouais. Et puis c'est hyper tabou ça comme. Oui. Comme sujet, l'abstinence sexuelle dans le couple. Et j'ai lu un truc il y a pas longtemps, désolée, j'ai plus les rêves, je me suis pas. Ça m'intéresse noté. Bah ouais, j'ai essayé de le retrouver. Qui disait qu'il y avait. En fait, je suis tombée sur un. Ah bah je me demande si c'est pas dans Désirer à tout prix de Tal Madesta, le livre que je suis en train de lire. Tout simplement. Où il explique que il y a une très grande part de gens en couple qui ne font pas l'amour. Et oui. Voilà. Et que bah on le sait pas parce que personne n'en parle. Oui, comme tu dis, ouais, c'est un sujet qui est pas mal tabou. Ouais. Et il y avait des chiffres, hein, et j'étais vraiment ça rassure un peu quoi. Tu te dis ah ouais donc en fait Mais alors du coup, je pars direct dans des digressions, mais en fait, je sais que moi c'était une des choses qui vraiment m'attirait au-delà du fait de moi me sentir amoureuse de plusieurs personnes et d'avoir envie de relationner avec plusieurs personnes. Je me sentais aussi je me suis sentie quand je me suis vraiment lancée dans des relations non exclusives soulagée de plus me sentir la seule responsable ou partenaire en fait, de l'épanouissement sexuel de mon partenaire. Ouais. Et moi, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je suis allée là-dedans. Ouais. Aussi. Vraiment. Et du coup de pouvoir me dire ah mais là je peux m'écouter moi, de quoi moi j'ai envie, et puis mon partenaire, parce qu'à ce moment-là j'étais dans des relations uniquement hétéro, c'était ça que j'ai oublié de dire dans ma présentation. Oui. C'est que du coup, et oui, et que c'est marrant parce que je me considère à la fois queer, à la fois bi, à la fois pansexuelle. Les trois étiquettes me conviennent, et voilà, indifféremment. Oui, c'est vrai que moi c'est pareil, j'ai tendance à... Quand on me demande si je suis bi, je dis oui. Voilà. Alors qu'en vrai, pansexuelle, je pensais plus... te correspondrait plus. Oui, je pense. Mais je crois que même moi j'ai encore du mal à faire vraiment une Mais j'entends des définitions différentes. Ouais, bah, tantôt pour moi c'est que ça inclut les relations avec les personnes trans. C'est ça. Donc pour moi ça c'est évident que oui ça. Du coup. Mais il y a plein de gens qui disent que la bisexualité ça veut juste dire que tu relationnes avec plusieurs genres. Ouais. Bah parce que pour moi dans pansexuel c'était aussi des personnes qui ne font pas de différence entre les gens, alors que moi si, pour moi je vis vraiment des relations quand même qui sont teintées très différentes. Différemment si c'est une femme, un homme, une femme cis, une femme trans, c'est différent mais... On n'est pas hétéro. En fait, c'est plus simple de dire je ne suis pas hétéro. Oui. Queer, ça peut un peu regrouper ça quelque part. Oui, ça marche aussi. Tout à fait. Très bien. Alors, question suivante. Les œuvres de pop culture qui ont forgé ta vision de l'amour romantique. Mais oui, magnifique. Bah, moi, je pense que c'était ça. Enfin, j'ai l'impression de manière assez banale. Disney, toutes les séries genre Friends. Je regardais Sous le soleil. Oh waouh. Le soleil. Voilà. Ah ouais. Et quand même, une autre chose, moi, qui a quand même pas mal forgé aussi, qui ne sont pas du tout des œuvres de pop culture, c'est la Bible. Puisque j'ai cette bonne vieille Bible, une éducation religieuse, protestante. Non. Ah bah si. Mais c'est incroyable, je savais pas. Et oui. Enfin, j'avais oublié. Oui, mais peut-être je t'en ai pas parlé, mais c'est vrai que moi à 16 ans, mon objectif c'était de rencontrer un homme, un seul, et... Putain, tu pars de super loin. de me marier, et de surtout ne faire l'amour qu'avec une seule personne, ça c'était la réussite dans la vie. Ah merde. C'était la réussite dans la vie. Bah voilà, hein. Ah la vache, t'as complètement loupé. Ouais. Bah du coup... mais c'est pour ça que tu parlais de Prince Charmant quand t'avais 16 ans. Oui. Et moi j'étais là, putain, non pas du tout. Et moi j'avais des parents divorcés, donc c'était déjà d'emblée... Oui, c'est vrai que j'avais vraiment ce truc du Prince Charmant, c'était évident, et donc le package avec tout, et que donc c'était lui qui allait faire que j'allais être heureuse, et qui allait combler tous mes manques, parce qu'il allait me comprendre parfaitement. Bien sûr. L'âme sœur, quoi. Et voilà. Donc c'est vrai que tout ça, Disney ça marche bien, tu vois, tout ça, enfin... Quoi comme Disney, par exemple, genre Cendrillon? En fait, j'ai pas l'impression d'avoir été fan de un en particulier, mais c'était quand même le modèle... ils étaient tous... c'est vrai qu'on était tous un peu... Sauf Merlin l'Enchanteur, qui est mon préféré. Où il n'y a pas d'histoire d'amour. En fait. Ah, intéressant. Parce que maintenant que j'ai une enfant de 4 ans... Qu'est-ce que je vais lui montrer? Voilà. Maintenant, ça va mieux quand même, les trucs qui sortent aujourd'hui. Ouais, mais c'est pas suffisamment mieux pour moi. Ah ouais. Bah oui, bon, mais il y a quand même un autre level que Cendrillon. Quoi. Oui, c'est sûr. Oui, d'être passive et de se faire embrasser. Et de... Ah non, ça, c'est la Belle au bois dormant. Tu vois, oui, exact. C'est marrant, j'ai l'impression que j'ai fait un tel rejet que en fait, je peux pas te les citer parce que je ne veux plus. Je ne veux plus y penser. Ouais. Je veux plus être dedans. Ouais, je comprends, Et moi, alors, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, Merlin, ça a toujours été mon préf. Mais parce que c'est le plus drôle. Oui, c'est vrai que c'est drôle. Il y a quelque chose de très ludique. Et puis. Le livre de la jungle, il finit amoureux d'une nana quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais.
C'est pas... Dans Merlin, t'as vite fait les écureuils, là, quand ils sont en écureuil, il y a des écureuillettes, comme on dit, hein, les femelles écureuils, qui leur courent après un peu, mais c'est pas du tout... non, il n'y a pas du tout d'histoire romantique. D'accord, oui. Et j'ai capté ça bien après étant adulte. Oui, oui. Eh oui. Bah, peut-être ils voulaient nous parler de La Belle et le Clochard. Ah ouais, pire mais affreux, aussi, affreux, affreux, ouais. Enfin mignon, hein, mais... Oui, mais elle s'appelle Belle parce que quand même c'est sa qualité. C'est sa qualité, puis c'est la qualité du féminin, quoi, de la femme. Ah oui. C'est d'être belle, c'est le plus important. Oui. Mais c'est un peu la transition avec la question suivante. Bah oui, quel stéréotype lié à ton genre te gêne ou t'a gêné le plus dans tes relations, Amélie? Alors c'était pas ça. C'était pas qu'il fallait être belle. C'était pas qu'il fallait être belle. Moi ça m'a pris la tête ça. Oui, non, en vrai je pense qu'il y en a énormément qui m'ont pris la tête. Mais en fait moi, assez tôt, c'est en lien avec la sexualité et avec le côté d'être passive. Que la femme est passive, que la femme est pénétrée, et que je me souviens à 20 ans déjà être pas du tout bien avec ça, et du coup je me souviens avoir posé la question à mon chéri de l'époque, et je lui disais mais pour toi c'est quoi une femme en fait? Et c'était drôle parce que je pense t'as commencé à te poser ce genre de questions hyper tôt. Oui, sauf que j'avais pas du tout de réponse. Et lui m'avait répondu bah c'est être mère, j'étais là oh là là. Ah merde. Bon après il s'était rendu compte que ça allait pas du tout comme réponse, mais c'est marrant, je me souviens de ce moment de discussion précisément. Trop drôle, et que ça me convenait pas du tout, et qu'en même temps j'étais très désemparée, et je me sens encore pas mal désemparée, quoi, sur déconstruire le script hétéro, notamment sur la sexualité. Je creuse, pour l'instant je creuse, je creuse encore. Ouais. Bah, déjà être en relation avec une meuf ça doit aider. Bah c'est sûr qu'on vit d'autres choses, et avant ça déjà, de chercher... Ouais. Oui. Mais je sens je suis empêtrée, je sais que je me sens, en fait, quand je suis pas dans le script hétéro, je me sens nulle. Perdue. Ouais. Oui, perdue, c'est plutôt ça, perdue. Mais du coup, après, je m'auto-juge en disant que je suis nulle, finalement, machin. Ah bah pareil. Ouais. Et aujourd'hui, parce que quand même, j'ai la sensation que, en effet, mes partenaires, déjà, forcément, je vais les choisir différemment, et puis, on va cheminer aussi, donc... je me sens moins extraterrestre, en fait, j'ai envie de dire, avec ces questions-là. Et donc, aujourd'hui, ça serait la charge émotionnelle. Qui me saoule, fatigue, voilà. Il y a des moments maintenant je me dis non mais voilà, si je suis face à un homme cis, bon maintenant démerde-toi. Bon. Le kit de déconstruction, on en revient toujours au même point. Ah oui c'était ça, hein. Ouais, tu le vends. Bah écoute, il faudrait déjà que je le crée, mais franchement c'est pas une bête idée. Hein. Mais après c'est toujours pareil, c'est les meufs qui vont les acheter pour les offrir à leur mec, hein, quand même. Oui. Voilà, et puis ils les liront pas. ils écouteront pas les podcasts. Ah merde. Ça y est, on est déjà tombé dans la misandrie. 5 minutes. Alors, question suivante. Est-ce que tu es forte pour repérer les red flags ? Et donc hors champ, tu me disais, hors caméra, tu me disais que tu n'avais pas la même façon de faire en fonction de si c'était un homme ou une femme, et c'était donc très intéressant. Et donc, oui, j'ai la sensation... Donc ma réponse c'était oui et non. J'ai la sensation... J'ai vécu une relation super délétère autour de mes 27 ans. Et après ça, le gros bénéfice, c'est que après ça, je pense qu'il y avait vraiment des choses qui étaient juste pas possibles. Et je sais que... Enfin, parce que c'était le seul autre homme avec qui j'ai vécu une relation cohabitante. Ok. Et après, je m'étais dit, plus jamais je ne vis avec un homme. Et puis après, donc j'ai rencontré Lucas, donc qui est la personne à qui je vis actuellement, et le père de ma fille. Mais avant de le rencontrer, je sentais que j'avais aussi ce désir de fonder une famille, et que j'avais rencontré une nana, c'était hyper intéressant, qui vivait en non-cohabitation avec le père de son enfant, et qu'ils étaient amoureux, et que, enfin voilà, ils avaient réfléchi à tout ça, et moi ça me parlait pas comme fonctionnement. Bah ouais. Donc j'avais aussi, à la fois cette envie, puis à la fois la vie qui fait que j'ai rencontré Lucas à ce moment-là, et c'est vrai que je me souviens avoir scanné son appart. Ah ouais. La première fois que je suis rentrée chez lui, je me suis dit, ah ouais, c'est super propre, c'est rangé, il sait faire à manger, des trucs qui paraissent... là j'ai l'impression que c'est... Oui, la base. Oui, c'est ça, oui, mais bon... Mais vraiment, j'avais besoin de cocher ces cases, parce que tellement bas. C'est ça, j'avais vécu tellement de prendre en charge tous les besoins d'être la maman, en fait. Hein,
que là c'était hors de question. Et donc c'est drôle parce que moi je suis extrêmement bordélique et donc j'ai un compagnon qui range mes affaires. Enfin voilà, donc il y a des choses qui s'équilibrent quelque part. Mais d'avoir, voilà, donc où ça, moi il y avait vraiment des choses où il fallait. Enfin là c'était plutôt les green flags pour le coup. Ouais. Dire ok, bon ça il sait faire, ça il sait faire. Il a vécu tout seul. Ouais. Il sait faire son linge, voilà, il gère les relations avec ses parents. Voilà. Non mais ça va très très loin au final. Ah bah oui, bah de toute façon. Voilà. Et globalement aujourd'hui, je cherche pas à relationner avec des hommes cis. Après, il y a. Enfin, oui, non, finalement, les hommes cis avec qui je peux être en relation, c'est soit des personnes avec qui je suis en relation depuis longtemps, de manière des fois en pointillé, mais voilà, qui sont. Et avec les femmes, donc je me suis rendu compte que, bah, en fait, c'est comme si je redébutais. Parce que vraiment, de vivre des relations avec des femmes, c'est récent dans ma vie. Et oui, et donc il y a 1 an et demi, j'ai vécu une situation où il y avait plein de red flags partout que je n'ai pas vu parce que je me disais c'est une femme, tout va, elle est forcément validée par la street. Tout va aller merveilleusement bien. Et en fait, il y en avait déjà, voilà. Et puis après, il y a eu une soirée où c'était le festival de red flags depuis le début, et moi je me suis pas écoutée. Et quand je suis revenue le lendemain, j'en ai parlé avec Lucas qui m'a dit raconte-moi l'histoire, au lieu de genrer au féminin, juste, voilà, si c'était un homme avec qui t'avais vécu cette situation, et là j'étais là, oh mon dieu, voilà. Je l'aurais défoncé, mon pote. Voilà, mais j'ai l'impression que je vais quand même plus vite dans mon apprentissage. Je vais pas mettre 10 ans, tu vois, bah forcément, voilà. J'imagine qu'il y a quand même des trucs qui vont un peu plus vite, mais, voilà. Mais oui, c'est fou comme on peut être désemparé, en fait. Moi, je pensais pas, en fait. Déjà, j'ai compris que j'étais pas hétéro tardivement aussi. Oui. Et en fait, je me suis... Enfin, j'avais l'impression que ça allait être aussi facile et aussi simple que les autres relations, enfin, que les relations hétéro que j'avais eues jusqu'à présent. Et en fait, je me suis rendu compte que je nageais complètement dans l'inconnu et dans le... Ouais, dans un scénario qui n'existait pas, en fait, que c'était bizarre, quoi. Même encore aujourd'hui, je comprends pas toujours très bien pourquoi ça marche pas pareil, et pourquoi c'est plus compliqué pour moi de relationner avec des nanas, quoi. Ok. Mais donc, je vais lire... Voilà, c'est ce que il y a ce livre que je lis en ce moment, Comment devenir lesbienne en 10 étapes, de Louise Morel. Et c'est vrai que moi, je sais que... en ce moment, je suis dans une relation super fluide avec une femme qui est vraiment, il y a quelque chose d'une fluidité depuis le départ qui est hyper agréable et qui vraiment, moi, me fait beaucoup de bien. Donc du coup, là, ça devient pas mal une question de personne plutôt qu'une question de genre. Et après, si, moi, ce que je vois qui est difficile, c'est quand même tous les schémas. Et puis là, je réalise la violence de la société, l'homophobie de la société, super fort, quoi. Ouais. T'as déjà eu des... Bah, c'est simplement de me faire emmerder en tenant la main à une femme dans la rue. Et de moi pas me sentir à l'aise, de réfléchir à quel moment... Pour l'anecdote, on était dans un bar lesbien à Lyon, à notre premier rendez-vous, et je me suis dit, en fait, je peux l'embrasser dans le bar, je me sens en sécurité... je me disais, elle me plaît, j'en étais à ce moment-là dedans, et du coup, en même temps, c'est très bien, parce que ça m'a poussée à me dire, allez, je lui dis, en fait, désolée, je viens de claquer des mains près du micro, ça fait un gros bruit, c'est mon enthousiasme. À me dire, bon, allez, je me lance, je lui dis, en fait, parce que on s'apprêtait à partir, et je me suis dit, mais en fait, dans 5 minutes, on est dehors, et donc dans un espace qui n'est pas sécure, en fait, et c'est vrai que je trouve ça hyper violent de pas juste pouvoir avoir des marques d'affection, de tendresse envers des personnes qu'on aime, qu'on apprécie, juste parce que la société est homophobe, en fait, c'est ça le fond de... Et donc de réfléchir à quel moment je me sens bien de lui donner la main, de pas lui donner la main, de l'embrasser, c'est ça, en fait, et c'est... Et ça t'est déjà arrivé d'avoir de premières réflexions dans la rue? Oui, ça m'est arrivé avec une femme que j'avais rencontrée au moment des couvre-feux, il n'y avait aucun bar ouvert, etc. Donc pour se voir, on se retrouvait dans l'espace public, en fait, c'était, voilà, je prépare le thermos de thé, et on se retrouve, on va boire un thé. Et donc on était à se câliner, tu vois, mais vraiment, il n'y avait rien d'ostentatoire. Après, ça n'a pas été des choses très violentes, ni physiquement, ni verbalement, mais c'est de venir nous emmerder, en fait. Il y a certains hommes qui, je sais pas, ça les indispose, en fait, qu'il n'y ait pas une quéquette dans l'histoire. Moi, ça me renvoie vraiment ça très fort, quoi. Et donc, un gars qui était venu nous parler, et moi, je m'étais renfermée direct, et au bout d'un moment, il dit à la femme avec qui j'étais, « Et alors, ta cousine, qu'est-ce qu'elle a ?» Mais en fait, t'as bien vu que je suis pas sa cousine, Mais tu vois, d'aller chercher, voilà. Et sur des choses où juste de se dire, mais en fait, je sais que si j'avais été avec un homme, on m'aurait pas emmerdé. Et juste ça, c'est une injustice énorme, en fait, et j'en peux plus. Et oui, c'est relou. Ouais, les espaces safe.
Et puis je touche du doigt en fait de comprendre à quel point le quotidien de certaines personnes peuvent être affreuses et violentes. Parce que oui, dans ma vie sociale, je suis très souvent en couple hétéro et je suis pas confrontée à ça en fait. Bah, c'est clair. Oui, les premières fois. Moi, ça m'avait aussi bloqué quand j'ai commencé à envisager de relationner avec des nanas. Dans l'absolu, ça me paraissait pas problématique. Et puis après, quand j'ai vraiment commencé à développer des sentiments, ou vraiment, où je me disais, tiens, je vais être en relation avec cette personne, je commençais à paniquer en me disant, oh là là, mais alors attends, va falloir que je fasse un coming out, parce que bon, c'est pas forcément, je le dis sur internet, donc en vrai, il y a pas mal de gens qui le savent, mais je l'ai jamais vraiment, c'est pas quelque chose que je revendique forcément de manière très ouverte. Et du coup, notamment, tu vois, dans ma famille. Et du coup, je me disais, mais si jamais je suis en relation avec une meuf, va falloir que je fasse mon coming out à ma famille, quoi. Ce qui n'aurait enfin, ça ne serait pas problématique. Ma grande sœur est lesbienne, tout va bien, tout le monde l'a bien pris. Enfin, tu vois, donc il n'y aurait pas de problème avec moi non plus. Mais je sais pas, j'étais en mode, il y a encore une étape... qui est compliqué entre guillemets, et qui prend la tête, et qui va... tellement plus simple d'être hétéro, en vrai, c'est fou, quoi. Ça dépend pourquoi, après. Oui, ça dépend pourquoi. Socialement, c'est beaucoup plus simple. Socialement, ouais. Socialement, c'est beaucoup plus simple. Et c'est relou. Quel est ton rapport à la solitude ? Mon rapport à la solitude. Du coup, tu disais que notamment t'avais beaucoup, pas mal vécu seule alors que t'étais quand même en couple. Oui. Et c'était une volonté. Ou ça s'est juste fait comme ça ? Je pense qu'au départ, c'était plutôt, le fait d'être en relation à distance. Ouais. Oui, la logistique. Le fait qu'il y a des relations qui n'ont pas duré très longtemps, suffisamment longtemps pour envisager de s'installer ensemble. Après, moi, j'aime... alors, il y a quelques, au pluriel, petites choses que j'aime pas trop dans le fait de vivre seule. Je sais que j'ai pu avoir des angoisses la nuit. Ah ouais ? Ouais. Ok. Ouais. Oh, j'aurais jamais pensé ça de toi. C'est des trucs, c'est clair. Ouais, bah oui, mais je joue ma vulnérabilité. Oui, mais c'est bien. Sur des moments de soit me réveiller la nuit, et c'était des choses assez légères parce que ça a pas été au point où j'ai vite cherché à vivre avec d'autres personnes ou quoi. Parce que j'ai aussi vécu en colocation, j'ai vraiment beaucoup aimé. D'accord. Mais oui, je me rappelle d'avoir la sensation un peu de tomber, des choses comme ça sur le moment où je commençais à m'endormir, maintenant avec le recul, je me dis que je pense que j'avais des petites angoisses sur le moment de la nuit. Et puis sur mon hygiène de vie, j'ai une hygiène de vie déplorable quand je vis seule. Je me couche super tard, je mange n'importe quoi. Donc comme je disais, je suis très bordélique, alors là c'est l'apothéose, parce que les gens qui vivent ou qui ont vécu avec moi ne se rendent peut-être pas compte, mais j'essaye de faire beaucoup d'efforts pour ne pas trop envahir les espaces communs et les espaces... j'ai une hygiène de vie déplorable. Beaucoup. En fait, j'ai du mal à cuisiner pour moi-même. Ouais, toute seule. Voilà. Donc ça c'est quand même des moins, on va dire. Ouais. Voilà. Et après c'est vrai que par contre moi j'adore la spontanéité que ça permet en fait, de vivre seule, de pouvoir... inviter qui je veux, sortir, ne pas sortir, ne voir personne si j'ai envie de voir personne. J'ai des grands moments où j'adore ne voir personne. Donc du coup la solitude, j'aime et j'ai besoin de moments de solitude. Quand je suis dans des moments en grand groupe, pour X raison que ce soit vacances, fêtes de famille ou boulot ou quoi, j'ai besoin de moments de solitude. Moi ça me ressource, ça me... Enfin même ça m'est nécessaire en fait. Je suis vite fatiguée. Je sais que par exemple, un de mes boulots c'est de donner des cours au conservatoire. Le mercredi, c'est ma grosse journée de cours. J'ai des collègues qui adorent manger ensemble le mercredi midi. Pour moi, c'est impossible. Parce que comme je fais plein de cours, c'est justement le moment où j'ai besoin d'être seule. Puis le silence, parce que comme je donne des cours de percussion, c'est très fort. Mais enfin, voilà. Et puis pas de sollicitation, pas de... Pas de sollicitation. Voilà, pas de sollicitation, Et aujourd'hui, après, c'est aussi le côté où je vis en couple, j'ai plusieurs relations, je suis maman, ça change beaucoup de choses aussi. J'ai plusieurs métiers et donc la solitude pour moi c'est un bien ultra précieux quoi. J'adore. Ça doit pas t'arriver souvent là ces derniers temps. J'ai un peu des horaires décalés quand même, donc j'ai quelques matinées et c'est vrai que les fois où ça pète parce que y a un ouvrier qui doit venir à la maison, parce que mon chéri qui me dit en fait je vais faire du télétravail, non dégage. Et c'est vrai que on a des espaces, en fait ça c'est génial, j'adore, ça fait 1 an qu'on a notre maison, mais au-delà de ça, notre lieu de vie, où en fait on a une annexe. Ok. Et ça pour moi c'est... C'est ta salle de musique ? Il y a ma salle de musique, et il y a le bureau de mon chéri, et il y a un jour il y aura une salle de bain qui est en travaux, donc je sais pas, quelques années, un jour on fera ça, mais... Du coup, j'ai cet espace où en fait je sors de chez moi, c'est génial, je sors de chez moi, je vais dans ma salle, tac.
peux aller... Et même, je peux aller dormir, en fait. Ah oui, carrément, si t'as envie. Bah ouais, c'est cool, ça. Ouais. Et c'est vrai que moi, je suis très territoriale. Ouais. T'aimes bien avoir ton espace à moi, toi. pour emménager avec Lucas, c'était la condition. Ok, il fallait que quand on a cherché un appart, j'ai dit, moi, il me faut ma salle de musique, c'était le très bon prétexte, parce que j'ai plein d'instruments très encombrants, mais du coup, c'est mon territoire. C'est vrai, cela dit. Oui, mais je pense que si pour X raisons, j'arrêtais de faire de la musique, côté mon espace, en fait. Et du coup, là, lui, dans la maison, il a dit, mais moi aussi, je veux mon bureau. Trop bien. Bah, bien sûr. Ça, c'est. Je l'entends de plus en plus, les gens qui. Parce que du coup, bon, moi, je répète, parce que je l'ai déjà dit, mais je suis pour la non-cohabitation dans le couple. Après avoir cohabité pendant plus de 10 ans avec le père de ma fille, cela dit, hein, et ça s'est très bien passé. Mais je préfère, aujourd'hui, la non-cohabitation. Et en revanche, il y a des gens, des fois, qui s'installent ensemble. Et qui me disent depuis quelques années, j'entends vraiment beaucoup ça, on va avoir chacun notre chambre. Et oui. Et je trouve ça, mais trop bien. Parce qu'en fait, dormir toutes les nuits avec quelqu'un, ça me paraît hallucinant. Ça me paraît contre nature, quoi. Je dis, mais non, mais en fait, on a besoin de l'espace pour dormir. Et puis dès qu'il bouge, en fait, ça nous micro-réveille. Enfin, je crois pas qu'on soit fait pour dormir avec les autres, en fait. Bon, il y a sûrement des études qui prouvent le contraire, enfin bref. Mais non, mais c'est drôle parce que je pense qu'il y a quelques années, j'aurais été pas du tout d'accord. Ah ouais? Mais dans l'espèce de fusion, de coller à foyer, l'autre. machin. Et aujourd'hui, c'est ça. Et c'est vrai que nous, après, nos espaces, c'est aussi des espaces dans lesquels on peut accueillir nos autres chéris. Ah bah c'est aussi, c'est aussi. Ah bah oui, trop bien. Cette utilisation-là. Carrément. Ouais. Et oui, comme ça, putain, c'est bien ça, parce que oui, c'est vrai qu'il faut avoir plusieurs chambres quand on est polyamoureux. Pas forcément, il y a des personnes où c'est ok que et nous, ça a pu être le cas, en fait, en concertation, pour le coup. Qu'il y en ait un qui quitte là. Il y en a un qui est pas là, parce qu'on est pas mal aussi en déplacement chacun, et du coup, tiens, est-ce que t'es ok, du coup, j'ai tel partenaire qui est là. Oui ou non, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose du territoire. Et je sais qu'il y a des gens, c'est leur fonctionnement de base, en fait. Oui, parce que tout le monde n'a pas. Et voilà, après, il y a le côté financier. Les moyens d'avoir 50 chambres. Tout à mais fait. c'est vrai que moi, j'aime bien, là, qu'on ait notre espace. Ouais, c'est bien, ça, pour dormir votre chambre seul, reste votre chambre. Ouais. Et puis pour dormir seul, c'est clair, de temps en temps, ça doit faire du bien. Et faire une grasse mat quand tu as des enfants, tout ça, c'est bien. Par exemple. Tout à fait. Alors, question suivante. Quel est ton rapport aux applis de rencontres? Ben moi j'aime bien quand même globalement. J'utilise depuis super longtemps. Donc moi aussi j'étais sur Caramel. Ah waouh, comme David ASV. C'est ça. Mais oui, c'est drôle. Ouais. Donc j'avais 17 Donc ça c'était des forums en fait. Ouais, c'était des forums. Et c'est vrai que par Caramel, j'ai eu une relation importante. Mais non. Quand j'étais étudiante à Tours. Incroyable. Ouais. J'avais rencontré quelqu'un comme ça. C'est fou. Ouais. Après, ça a été vraiment par des moments pas du tout sur les applis, parce que j'ai eu aussi des longues relations exclusives. Ouais. Et puis après, j'étais sur Adopte un mec, où là, je me souviens d'avoir fait une rencontre particulièrement marquante, mais bon, voilà. Et après, en effet, OkCupid, qui est un site de rencontre dans lequel on peut cocher qu'on est non exclusif. Et le seul à ma connaissance. Bah écoute, moi aussi, je me suis inscrite sur Glidden. C'est toi qui parlais de ça. Putain, Glidden, ouais. Et je me suis fait supprimer mon compte. Ah, bah, comme je mentionnais que j'étais en couple et que mon chéri était au courant et que, enfin voilà, et on m'avait dit... on n'est pas là pour ça. Et ben non, il m'avait répondu parce qu'en fait je rentrais pas dans leur case. Nous n'acceptons pas les profils de couple. J'étais là, mais non, mais là je parle de moi. Je dis juste que la personne avec qui je suis en relation en ce moment est au courant, en fait, voilà. Mais ça rentrait pas dans leur case. Tant mieux, parce qu'en effet, le principe ne me convenait pas du tout. Bah en fait, ouais, tu parles qu'avec quasiment des mecs... Et puis j'ai appris que les hommes payaient, pas les femmes. Enfin, tu vois, comme ce qui tout de suite met un... Ouais, tout de suite, ça met quand même un déséquilibre. Enfin, moi, ça... Voilà. Ouais, donc ce bon vieil OkCupid est quand même le site que tu préfères. Non, aujourd'hui c'est Her. Parce que du coup, je me suis mis aux remises, il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, sur des applis de rencontres lesbiennes. Parce que rencontrer des femmes quand on vit à Nîmes, c'est pas très simple. Non, mais nulle part, franchement. Enfin, peut-être à Paris. Peut-être Paris. J'idéalise ça, tu vois, mais je ne sais pas au final. Mais même sur Her, ici, moi j'ai rencontré personne. Et donc Zoé. J'avais rencontré quelques personnes, et après Her qui est un peu plus queer, moi tu peux cocher relation polyamoureuse, il y a
J'ai l'impression qu'il y a plus de personnes trans. Mais moi, j'avais... Oui, sûrement. Mais moi, j'avais sur Heure, en fait, il n'y avait pas vraiment de géolocalisation. Il y avait vraiment plein de gens qui me parlaient qui n'étaient pas du tout... Oui. Et du coup, j'étais là, mais moi, ça me saoule d'avoir une relation avec quelqu'un qui est en Bretagne, tu vois. J'ai pas envie de faire 4 heures de route. Oui, mais tu peux changer. Je te montrerai si tu veux. Non, mais mais je dis ça, en fait, moi, le truc, c'est que je suis en relation avec Marion qui vit à Lyon. Bah hein, oui, donc... voilà. Non, mais c'est que je pense qu'en fait, oui, tu peux te localiser, chercher, voilà. Mais qu'en fait, il y avait beaucoup de gens qui likaient mon profil, qui venaient me parler, qui n'étaient pas du coin. Parce qu'en fait, il y a tellement peu de meufs sur les applis, je pense, je pense que c'est très compliqué. Enfin, moi, j'ai l'impression, et je suis pas la seule à entendre ce genre de discours, que c'est compliqué de rencontrer des meufs, quoi. Et je me dis, mais elles sont où, les lesbiennes? Je suis d'accord. C'est dingue. Ouais. Ça, je rejoins pas mal de trucs. Et Heure, je la trouve vraiment pas... Ouais, bah moi j'ai rencontré Marion par ce biais, oui, donc je suis contente bah et oui. voilà. Non mais je la trouve moche cette appli, je la trouve pas pratique. Oui mais ça je suis d'accord qu'il y a un truc... Elle est dégueulasse quoi, enfin c'est tout pas pratique, tout moche, tout pas ergonomique. Écoute, moi j'ai eu plusieurs... J'ai pas essayé Zoé je crois. Oui mais pour moi c'était assez équivalent et c'était moins... moins queer. Ok. Mais voilà. Donc maintenant plus... Et sur OkCupid t'as jamais rencontré des meufs? J'ai rencontré une, et en fait là en ce moment ce qui me saoule c'est que je continue d'être beaucoup contactée par des hommes cis, et du coup il y a des fois où je me dis ah il a l'air sympa, je regarde un peu, puis en fait je sens que j'ai pas cet élan là, puis bon globalement actuellement je suis quand même pas mal occupée, ou polysaturée quoi, il y a un truc, il y a un moment où il y a 24 heures par jour et... Donc, mais il y a ce truc ou alors il faudrait vraiment que je change mon profil, mais je n'assumerai pas un profil en mettant je suis lesbienne parce que je me considère pas bien sûr. lesbienne. Mais non, mais par contre tu peux mettre dans ton profil que tu ne veux pas relationner. Moi j'avais rencontré une femme sur OkCupid qui mettait clairement que elle n'était pas lesbienne mais qu'elle ne voulait pas relationner avec un homme cis. Mais je l'ai écrit et il y en a quand même qui me contactent. Du coup là c'est un peu red flag pour le coup. Bah tu m'étonnes. Lisez les profils, c'est chiant. Et tu peux pas faire en sorte dans les paramètres. Mais peut-être qu'il faudrait que je retourne voir les paramètres, mais tu vois juste simplement je ne me connecte pas actuellement, c'est une autre option. Après oui. En fait, oui, j'ai rencontré des... Mais en fait, c'est juste que j'ai pas eu de coup de cœur. J'ai rencontré... où je retrouvais des personnes de la chorale queer de Montpellier. Ok. Enfin, voilà, que j'avais rencontré par ailleurs, et de recroiser des gens comme ça. Voilà. Bah, je me disais, c'est sympa. Mais ça avait pas... Ça avait pas donné suite, quoi. Okay. Oui. Donc toi, t'aimes bien. Ça marche plutôt pas mal. Bah, j'ai eu plusieurs belles histoires... qu'elles soient des belles rencontres, qu'elles soient courtes ou longues. Mais oui. Moi, je constatais que les relations que j'avais créées sur les applis de rencontre, elles étaient toujours moins longues que les applis. Ouais, j'ai constaté ça. Je sais plus, là, certainement, depuis que j'ai créé cette chaîne et que je réfléchis à tout ça. Je me suis rendu compte que les applis de rencontre... Mais après, moi, l'autre problème que j'ai, c'est que je considère aussi beaucoup la qualité de mes relations par rapport à la durée. Je comprends. Je juge beaucoup sur ça. Parce que ma première relation a duré 15 ans. Et puis c'est ce que la société nous vend aussi, qu'une relation qui est valable, si elle dure très longtemps. Si ça dure... Déjà, quand ça s'arrête, c'est un échec. C'est un échec. Alors, bon, ça, il faut vivre d'accord avec ça. Ouais, voilà. Enfin, mais par contre, c'est vrai que les relations pas très longues... ou qui dure pas 1000 ans comme ma première, j'ai tendance toujours à être un peu déçue et à trouver que c'est pas une assez belle relation. Enfin, je sais pas comment tourner ça, mais... Bah après, moi, c'est vrai que mon vécu... Il faut que je déconstruise ça. Oui, que tu peux avoir une relation de 3 mois ou 3 semaines. Qui est très belle et qui compte, et voilà. Et ouais, j'ai du mal, hein. C'est vraiment, moi, si ça dure pas... c'est comme si ça avait pas compté ou que ça avait été du gâchis ou je sais pas, il y a un truc... Mais pour moi il y a une part de moi qui est d'accord avec toi. Et moi c'est vrai que dans mes relations polyamoureuses j'ai vécu une très belle relation là d'1 an et demi, donc en parallèle de ma relation avec Lucas, et c'était la première fois que je vivais une relation longue polyamoureuse, enfin je sais pas comment dire parce que ma relation avec Lucas est polyamoureuse. Oui, c'est vrai. Et c'est quelqu'un qu'au départ j'ai rencontré, on s'était contacté par les sites par OkCupid, et après on s'est rencontré à un café poly, etc. Mais, donc on aurait peut-être pu juste se rencontrer au café poly, mais je suis pas sûre, parce qu'en fait moi du coup je savais que c'était quelqu'un qui cherchait à rencontrer des gens, qu'après j'avais renvoyé un message, enfin bref. Et donc c'est vrai que moi aujourd'hui rencontrer des personnes qui
sont ok de relationner avec moi, enfin qui vraiment ont envie du même type de relation que moi, en fait, c'est ça. Parce que après j'ai vécu 2 très très belles relations en étant en relation avec Lucas, mais elles ont duré 5 mois. C'était très passionnel, enfin il y avait un côté très feu, mais c'était des personnes qui n'étaient pas polyamoureuses à la base, et du coup on s'est pas mal entre-déchirés aussi. Et il y a eu un moment pour l'une de ces relations où la question s'est un peu posée de c'est lui ou moi, tu vois, ça, on en revient à des choses comme ça, ce qui sont pas... Enfin moi au début j'arrive en disant hey, coucou donc je suis polyamoureuse, je suis maman, les cartes sur la table, évidemment, enfin c'est... oui. Et donc c'est le package, quoi. Et donc le fait de passer par des applis en mettant ça dès le départ, les personnes avec qui on va commencer à discuter et éventuellement se rencontrer, alors je dis ça oui et non parce qu'il y a des fois je fonce quand même, c'était le fameux red flag aussi avec la femme dont je parlais là, il y a 1 an et demi où j'étais là, oui mais elle est pas polyamoureuse, oui elle a personne d'autre en ce moment, oui non mais elle dit qu'elle est ok, oui bon, enfin en fait ça marche pas en fait, si elle dit qu'elle est ok, tu peux pas, tu y vas quand même, tu vois. Oui mais après elle avait des attentes, en fait j'avais prévenu que de fait j'ai peu de disponibilité temporelle, je peux vite avoir de la disponibilité émotionnelle, etc. Mais temporelle, il y a un moment non, et ça peut coincer. Et ça avait... Bon, c'est pas la seule chose qui a fait que ça avait coincé. Ça avait été quand même une des alertes au départ. Oui, moi c'est vrai que quand j'avais commencé à être polyamoureuse, j'avais pas du tout... parce que pareil, j'étais dans le même schéma que toi, en fait. J'avais mon gars, on avait un enfant, on habitait ensemble... Et j'avais pas du tout conscientisé le fait que tu ne peux donner que peu, finalement, à tes autres relations, à partir du moment où tu es dans ce schéma-là. Et un des premiers gars avec qui j'avais relationné, je sais pas si tu te rappelles, il m'avait dit « Mais en fait, tu me donnes que des miettes. » Oh. Mais je comprends. Et lui, il était pas forcément polyamoureux non plus, tu vois, il avait pas forcément le... Il avait pas forcément les tenants et les aboutissants, et il était juste content de relationner avec moi, et en fait très vite il s'est rendu compte que, bon, pour le coup ça a été très rapide, on a été très vite parce que du coup les miettes ça lui convenait pas. Et c'est vrai, tu vois, moi j'ai pu être du coup à vouloir pallier, enfin du coup et je me suis épuisée, je me suis complètement épuisée à essayer... Burn-out polyamoureux, tout à fait, le fameux. De vouloir être présente, envoyer 1000 messages, et puis en fait ça marche pas. Je pense que ça bougera avec le fait que mon enfant va grandir et que voilà, aujourd'hui la parentalité elle prend énormément de place. Ah bah c'est clair. Que du coup l'équipe parentale, on a aussi vraiment besoin d'être là tous les deux, enfin il y a quelque chose de... Bah oui, qui est forcément prioritaire, enfin tu peux pas vraiment faire autrement quoi. Bah à moins d'être un parent très très peu présent, et c'est pas ce que je souhaite. Bah c'est ça. Mais c'est vrai que du coup aujourd'hui, en effet, moi mes relations qui durent, ce sont des personnes qui sont avec une relation principale et qui sont parents. Ah bah voilà. En fait. Et qu'on se retrouve bien sur les valeurs parentales aussi. Et ça, et que c'est chouette, et du coup de pouvoir aller au parc ensemble. Oui, mais c'est ça, en fait, quelqu'un qui a finalement un peu le même schéma, qui est un peu dans le même schéma que toi, de vie, quoi. Bah ouais, ça aide, quoi. Oui, ça c'est du coup, voilà. Et qui a des choses sur la famille où on peut aller au parc tous ensemble, où on peut se faire des soirées, on vient avec nos enfants, ou des week-ends, ou des vacances. Et que ça, j'adore, moi. La polyfamille, il y a tout le monde. Bah oui, c'est trop cool. C'est clair. As-tu déjà eu des sex friends? Eh ben oui. Et c'est marrant parce que c'est pas un terme que j'emploie. Ah, tu utilises quoi toi? Mais en fait je sais plus. Parce qu'en fait ça marche. Mais c'est marrant, c'est parce que je pense qu'il y avait une part de moi qui jugeait ce terme, ou ce type de relation. Ok. Oui, comme si c'était des sous-relations. Oui. Oui, bah, c'est un peu le cas, hein. Enfin, je pense que... Bah non, je suis pas d'accord. Ah bah vas-y. Mais parce que, en fait, donc oui, j'ai eu des sex friends, enfin, où j'en aurais, enfin voilà, actuellement, présentement, là, non, mais voilà. C'est quelque chose qui est envisageable pour toi, quoi. Ouais, c'est ça. Et que je pense que maintenant, je peux habiter positivement. Et en me disant, bah oui, c'est chouette, oui, ça participe à mon épanouissement, au fait de me sentir bien et tout. Et là où ça peut coincer, c'est sur la question de la considération. Je sais que j'avais très très mal vécu, alors que c'était une belle relation, quelqu'un que, oui, je pense qui correspondrait très bien à la définition du sex friend, mais donc on passait la soirée, la nuit ensemble, et le lendemain il faisait la bise en repartant. Et en fait, et je pense lui c'était sa manière de mettre de la distance, et de dire Amélie, il ne faut surtout pas que tu t'attaches à moi. Nous ne sommes pas en couple. Je trouvais ça glaçant en fait, je détestais ça, et qu'aujourd'hui je suis capable de le poser en fait. Par exemple en disant bah voilà, moi j'ai vécu ça et en fait j'aime pas, moi si tu veux pas qu'on se roule une grosse pelle, ok, faisons-nous un câlin en fait, juste de trouver quelque chose qui... Et puis de quoi t'as peur en fait, c'est t'as peur que je m'attache, bah parlons-en. En même temps moi je m'attache, je le dis, je m'attache, je te le dis direct, je vais m'attacher mon pote. Mais je le sais, je me gère aussi, tu vois, il y a un truc où donc je vais pas essayer de ne pas m'attacher, ça ne marche pas, mais par contre
Ah bon? N'essayez pas de faire ça. Ouais. Et après, oui, j'aime juste le côté exulter, jouir, c'est beau, c'est bien, c'est chouette. Pouvoir saisir l'opportunité de la vie, enfin voilà, des situations, des rencontres qui se présentent et de se dire, ouais, c'est super chouette. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis justement mieux. Alors peut-être parce que je suis épanouie dans des relations suivies, avec des personnes avec qui je peux... Enfin, que du coup, tout le côté affectif, amoureux est nourri. Ok. Et du coup, là, de me dire, bah oui, du coup, là, je peux vivre quelque chose qui va être sur une entrée peut-être plus charnelle avec quelqu'un, s'il y a de la considération. Ok. Ouais. Et après, moi, j'ai des relations où, du coup, que je considère des amis amoureux ou amies amoureuses. Ok. Qui, du coup, je me considère pas en couple. Je vois que la facette amitié est très, très, très nourrie. Ouais. C'est des personnes qui vont pouvoir être mes confidents, des soutiens dans des moments où je vais pas bien aussi, et réciproquement. Ouais. Et qu'en même temps, il y a aussi un attachement amoureux, il y a aussi un partage de sexualité. D'accord. Et c'est vrai que ce terme-là, j'aime bien. Oui, c'est rigolo, amie amoureuse. Ouais. Et alors, du coup, c'est pas la même chose pour toi que le sex friend, ça? Non. Ok. Non, parce qu'il y a le côté... Il y a une forme d'engagement. Ok. Pour moi, il y a sur la loyauté ou sur la longévité de la relation? Rien nous préserve d'une longévité. En fait, je pense que je projette une longévité de relation, que j'y vois plein de bénéfices, etc. Contrairement à un sex friend que tu vas te dire, potentiellement, dans quelques mois, il fait plus partie de ma vie. Peut-être qu'à chaque fois que je le vois, je me dis, c'est peut-être c'est ponctuel, ce sont des petites bulles, et alors après, que je pense qu'il y a des gens qui ont des sex friends qui durent des années. Mais oui, puis moi, il y a des personnes dans ma vie, en fait, que je vois par moment, et parce qu'on habite très loin, ou parce que... quand ces personnes-là sont dans des relations exclusives, du coup, tu les vois plus forcément. Ouais, ça m'attriste parce que j'aimerais bien les voir amicalement, tu vois, et pas être forcément oui, complètement sur la touche. Mais, et que en même temps, maintenant que ça s'inscrit dans la durée, je trouve ça super beau en fait, de se retrouver. Et puis après, c'est vraiment en fait de voir, j'ai des besoins, comment je peux les remplir. Et en fait, il y a plusieurs personnes, enfin, c'est ce qu'on fait en amitié. Ouais. Il y a des personnes avec qui je vais aimer parler politique, il y a des personnes avec qui je vais aimer faire la fête, il y a des personnes avec qui je vais être bien pour se soutenir avec nos enfants, etc. Sûr. Et puis bon, il y a des personnes où il y a plusieurs des catégories, mais j'ai pas un ou une amie qui coche toutes les cases, et ça paraît évident à tout le monde. Ouais. Et en fait, moi, dans ma vie affective et sexuelle, c'est le cas aussi, en fait, c'est ça. Bien sûr. C'est l'intérêt du polyamour. Hein. Mais c'est vrai que le côté, les codes des sex friends, des plans cul, des machins, moi je suis paumée. Oui. Je sais jamais. Après, quand tu revois la personne, déjà tu sais pas toujours si tu vas. Est-ce que tu dois l'embrasser, lui faire un check, l'ignorer, ou pas lui parler. Ouais, moi je suis vraiment. C'est pénible, je trouve, parce que c'est quand même des relations qui existent de plus en plus, j'ai l'impression quand même. Donc on parle de plus en plus, oui, peut-être. Et puis c'est vrai que souvent maintenant les gens, même sur les applis, tu vois, ils vont d'abord chercher à un plan cul ou un sex friend, et puis éventuellement, si ça se passe bien, ça sera du couple. Mais moi j'ai croisé très peu de gens sur les applis qui disent qu'ils veulent tout de suite un truc sérieux. Enfin, les gens ils osent plus dire ça. De toute façon, ça fait peur à tout le monde. Donc plus personne dit ça, quoi. Même ceux qui le cherchent le disent pas. Bref. Ah ouais. Ah bah ouais. Alors après, moi, ça fait 8 ans que je suis dans une relation racine, avec projet de vie, cohabitation, famille, etc. Donc c'est vrai que peut-être pour certaines personnes, ils peuvent se dire « Ah, chouette, avec Amélie, ça serait la super sex friend, en fait. » Ouais. Elle va jamais me demander plus, il y a déjà quelqu'un. Ouais. Peut-être, je sais pas. Ah oui, si, je te confirme. Moi, ça m'est déjà arrivé de penser ça de gens polyamoureux que j'ai rencontrés sur les applis, quand moi, j'avais pas du tout envie d'être en relation sérieuse, mais d'avoir quand même quelqu'un... pour qui compter, nanana, et voir, mais pas être, en couple. Et du coup, je me disais ça. Ça n'est jamais arrivé que je relationne avec ces personnes-là au final, mais je me disais ça. Je me disais, c'est bien, du coup, il va pas me demander plus que ce que je peux lui donner. Mais après, c'est donc vrai que je pense que ce genre de profils sur les applis peuvent tout à fait... attirer des gens qui veulent pas un truc sérieux, mais et oui, et moi je cherche quand même plutôt des relations qui vont s'inscrire dans la durée.
et qui coche pas forcément les cases de la relation sérieuse avec l'escalator relationnel, après tu me présentes tes parents, puis après on emménage ensemble, etc. Mais j'ai l'impression aussi que maintenant je sais mieux mettre des mots et poser la question et dire, enfin je sais que ça m'arrive hyper souvent avec différentes personnes avec qui je peux relationner, de genre ok on se retrouve en soirée donc avec des amis à toi ou un regard social et tout, est-ce que c'est ok que je t'embrasse, est-ce que c'est ok que je te prenne la main, je suis qui pour toi, enfin ça c'est très drôle quoi, les personnes qui, et vous connaissez comment, on s'est rencontrés sur une appli de rencontre en fait, enfin, et c'est vrai que moi comme maintenant c'est transparent dans ma vie, qu'avec avec Lucas c'est complètement notre vie en fait, juste notre vie, que nos familles sont au courant, que nos proches sont au courant, etc. Pour moi c'est vraiment la base en fait, ça c'est important. Du coup, je sais que moi, socialement, globalement, c'est ok. Et voire même, j'aime en fait aussi un peu le revendiquer. Que ça soit visible en fait, parce que j'aime peu quand même le côté caché qui fait vite un peu penser à de l'adultère, etc., qui n'est pas mon mode de vie. Mais du coup, maintenant, pour moi, c'est assez banal en fait de poser la question de. Voilà, c'est. Comment on se comporte. Comment on se comporte, est-ce que j'ai envie de t'embrasser, est-ce que je peux t'embrasser, te faire un câlin. En même temps, c'est marrant parce que pour moi, faire la bise à quelqu'un avec qui je suis dans une relation plus intime, pour moi j'aime pas, mais je pense que ça me renvoie à ce fameux gars en fait. Et puis à des faux semblants en fait. Donc je préfère faire un hug. Ouais, c'est ça. Je fais un hug où ça socialement c'est pas trop. Voilà, si on veut être discret par rapport à d'autres personnes, c'est ok, et en même temps j'ai pas l'impression de jouer un rôle et de me cacher et d'être dans le rôle de la maîtresse en fait, c'est ça quoi. C'est pareil. Ça m'intéresse pas. Les gars qui te font la bise après avoir passé une nuit torride, t'es là. Ça n'a aucun sens, pourquoi tu fais ça en fait. Puis moi, c'est comme si ça niait ce qu'on venait de partager. Ouais, c'est ça. Ouais, non, moi non plus, j'aime pas. Mais en même temps, effectivement, ça peut arriver que t'aies pas envie de t'afficher en relation avec une personne, mais que pour autant la bise te convienne pas, du coup, t'es comme un con, t'es là, bon, oui, le hug, c'est pas mal. Petit câlin. Mais c'est vrai que c'est marrant, parce que quand même, moi, globalement, enfin que ça soit par rapport à ma famille, mais même le boulot et tout, en fait, il y a une partie de moi qui a envie de provoquer. Ouais. Et que en fait, c'est parce que t'es Verseau. Ah, peut-être. C'est vrai. C'est une caractéristique. Tout à fait. D'accord. Mais c'est vrai, les Verseaux, ils aiment bien ne pas être comme tout le monde. Ah, voilà. Et le revendiquer. Non. Ouais, d'un côté, d'un peu... Je sais pas. Est-ce que c'est le côté où c'est vrai qu'en façade, je peux avoir le côté très lisse de le couple hétéro, la fille, le pavillon... le CDI, tout ça. Et puis en fait, mais non, c'est pas que ça ma vie. Enfin, c'est pas ça ma vie, c'est pas que ça ma vie. Ah bah non, ouais. Et puis puis un peu de m'en foutre, et puis un peu de... Et puis je sais pas si ça te fait ça toi, mais moi je sais que quand j'ai découvert le polyamour, ça a été tellement une épiphanie, j'avais l'impression que c'était la solution à tous mes problèmes relationnels, que je faisais du prosélytisme. À mort. Non, pas toi. Mais moi, ça fait 9 ans. Ouais. Je suis passée par plein de hauts et plein de très bas aussi. Je sais que le polyamour... Tout le monde doit être polyamoureux, mais enfin, voyons, c'est logique. Pour moi, le polyamour n'est la solution à rien. C'est juste... T'es plus mature que moi. Non, mais peut-être que je suis passée par là, honnêtement. Je sais pas. Peut-être. Mais non, moi, alors si, ça serait le cas pour des gens sur qui je crush et que ça serait trop génial qu'ils soient polyamoureux ou polyamoreux, ça c'est sûr. Eux, tu fais du prosélytisme avec eux. Comment ça, t'es exclusif? C'est nul à chier, ça. Mais non, après c'est peut-être une façon d'être socialement acceptable, de dire aux gens non, mais moi je ne cherche à convertir personne, à convaincre personne, moi c'est juste du respect aussi. Je vis comme ça et j'ai besoin que par contre moi mon mode de vie soit respecté en fait. Oui, voilà. Et ce qui est peu le cas. Ah. Plus dans mes proches parce que ça a fait du tri forcément, mais je constate que ça continue d'être un peu compliqué et qu'il y a plein de personnes qui sont quand même très contentes que je change de sujet quoi. Ah ouais. Oui. Un peu comme le végétarisme avec les gens qui sont pas végétariens. Tout à fait, oui. Parce qu'en fait, tu leur mets un truc sous le nez qu'ils avaient pas forcément toujours... qui sont pas forcément interrogés et ça les ébranle en fait. Parce que c'est des... T'es dans le rail, donc normalement, non, on déroge pas des rails, quoi. Et je crois que ça me fatigue encore plus, le végétarisme. Je me sens plus militante sur les questions relationnelles. Ah oui? Je sais pas, c'est vrai que moi je suis un peu pour vivre heureux, vivons cachés, pour le végétarisme. D'arriver à dire non mais moi je mange végétarien, machin. Parce que quand je partais en tournée, c'était toujours le problème quand tu joues au fin fond. Ouais. Pensez à prendre un repas végé s'il vous plaît. On t'a fait des lasagnes au poisson? Eh oui, parce que le poisson c'est pas de la viande, alors du coup t'en manges. Non, des animaux, non ça marche pas non plus en fait. Ouais.
Moi aussi j'ai eu ça. Ah bah, t'as fait du poisson. Ah bah non. Puis en plus, ils avaient fait un effort de cuisiner exprès. Voilà. C'est horrible. Et c'est vrai que j'avais une de mes collègues qui me l'avait dit, elle me dit mais pourquoi t'en parles pas aux gens, pourquoi tu leur expliques pas? Mais parce que ça me fatigue. Et puis pour le coup, ça rejoint le truc de la solitude, que j'étais en tournée à cohabiter avec mes collègues que j'adore, puis qu'à la fin on avait bien trouvé notre fonctionnement et tout. Mais voilà, d'arriver, il y a des gens qui t'accueillent, machin, tu joues. Et en plus le midi, il faut expliquer pourquoi tu manges végétarien. Bah non, en fait là j'ai pas les ressources disponibles. Désolé. Je vais juste trier ce qu'il y a dans mon assiette. Voilà. Ça m'est arrivé d'aller à Lidl m'acheter des trucs à côté en disant bah non. Puis en plus j'ai besoin de bouffer parce que là à 14h on rejoue le spectacle et on saute partout dans le spectacle, puis après il faut charger le camion et tout, donc il faut un peu d'énergie. Faites-moi des pâtes en fait. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton ou tes derniers chagrins d'amour? J'avais noté d'autres trucs, mais c'est pas grave, je t'en reparlerai après. Ah, bah maintenant. Avec des histoires d'accidents de capote. sur le côté sex friend, dans ce que j'avais pas aimé. Ah bah oui. Il y avait le de faire la bise le matin, bon. Mais en fait, en plus chiant. Et t'es obligé de faire l'amour avec capote? Non, c'est pas ça, parce que globalement, je trouve ça bien. Okay. Non, c'était plutôt les fois où il y a eu un accident de capote, où au final, le lendemain, en tant que meuf, t'es quand même un peu seule avec ça, et d'aller... Parce que tu prends pas de contraception. Ça dépend des périodes de ma vie. Ouais, d'accord. Ouais. Mais je me rappelle de situations comme ça, et où en fait, maintenant avec le recul, je me dis, bah ouais, c'était encore moi qui allais à la pharmacie, chercher une pilule du lendemain, et qu'en fait, là, le gars qui était avec toi, peu accompagnant, quoi, sur ça. Il y en a qui s'enquièrent après de ça va et tout, puis peut-être c'est bon, tu vas pas être enceinte, quoi. Mais... Et t'avais qu'à mettre une capote si tu voulais non, pas. Mais quand, tu vois, des fois elle craque. Il y a ça aussi. Voilà. Mais voilà. Ça m'a saoulée. Et le slut-shaming, et notamment le slut-shaming de soignants. Ah. Oh là là, qui... Alors pas forcément sur la pharmacienne avec la pilule du lendemain. D'avoir des remarques. Ouais, moi la dernière fois c'était une sage-femme à qui j'ai demandé un dépistage en fait, où je dis oui, puis j'aurais bien un dépistage parce que j'ai plusieurs partenaires qui eux-mêmes ont plusieurs partenaires. En fait aujourd'hui c'est ma vie en fait, voilà. C'est un fait. Et où là d'un coup elle a complètement changé son discours par rapport au début de la consultation. Affreux. Donc je suis jamais retournée la voir. Elle t'a dit ça va pas. Bah en fait pour vraiment expliquer la situation, à ce moment-là j'avais un frottis. Où il y avait des... En fait, j'ai compris après, c'était des cellules qu'ils n'avaient pas réussi à identifier. Et donc, 3 ans après, il y a une autre sage-femme qui m'a expliqué, en fait, ça peut être tout et n'importe... Enfin, ça peut être si vous avez mis un ovule de quoi que ce soit, ça peut être si vous avez eu un rapport sexuel avec... hétéro avec pénétration, et donc du sperme, tu vois, je sais plus, c'était 24 ou 48 heures avant, tu vois, et en fait, c'est juste des cellules qu'ils n'arrivent pas à identifier, parce qu'en fait, en effet, ça n'est pas ton col de l'utérus, en fait. Mais donc, il y avait ça, donc il fallait refaire... Mais au lieu de juste dire on refait, là, à l'écouter, j'avais un papillomavirus, et puis c'était bien de ma faute, parce qu'en même temps, avec la vie de débauche que je vivais, et quand je sais le nombre d'adultères qu'il y a dans les couples exclusifs, et de certaines personnes qui en plus mettent pas de capote, font pas de dépistage, enfin moi des histoires comme ça j'en entends tellement trop souvent, je suis là, et excusez-moi en fait, je pense que je suis responsable, et que je gère ma vie, je vais faire des dépistages, je me mets d'accord avec mes partenaires de justement... qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok, de protéger les rapports oraux. Et oui, on peut aussi se transmettre des MST par les fellations et les cunilingus. Oui. Moi j'arrive pas à ça. De le protéger ? Ouais. Mais du coup, tu peux te faire dépister. En fait, tu vois, de décider qu'est-ce qui est ok pour toi, qu'est-ce qui est pas ok pour toi. Et donc, après, déjà de faire ou ne pas faire, et après de dépister. Oui, et puis voilà, d'en parler avec tes partenaires et puis de vous mettre d'accord. Et d'être conscient, de, ok, bah oui, là on prend un risque qui est peut-être minime par rapport à tel et tel facteur. Et ça, c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui a vachement bougé aussi, de pouvoir maintenant juste dire, t'en es où toi dans ton dépistage, etc. Moi aussi, ça y est, maintenant, depuis peu, j'arrive enfin à dire, t'en es où, vas-y, on se dépiste. Ou juste de dire, ok, tu sais pas où t'en es, ok, bah du coup, pour moi, il y a ça qui est possible, il y a ça qui est pas possible. Ouais, ou si c'est dans le feu de l'action, 5 minutes avant de... Ah bah non, oui, bien sûr. Bah pour moi, il y a ça qui est ok, il y a ça qui est pas ok, en fait, et c'est très bien, et en fait, on peut passer un moment super cool, plutôt que de pas oser poser la question, du coup d'être stressé, puis le lendemain d'être tout seul avec tes questions et tout. Poser tes limites. Voilà. Mais c'est vrai que oui, et c'est vrai que maintenant, j'ai trouvé des soignants... qui sont ok par rapport à ça. Et aussi, du coup, je donne mon petit tips, moi j'utilise aussi beaucoup la consultation en ligne quand je veux une ordonnance de dépistage. Donc je sais que Doctolib ils le font, et Care, c'est une appli. Ok, oui, en fait, avec je prends un Q là, ouais, c'est ça. N'importe qui, un généraliste, une sage-femme, peu importe. Ah ouais, et en fait tu reçois un PDF quoi. C'est ça.
trop bien. Et j'ai pas besoin de raconter ma vie. Et en fait, je dis juste bonjour, en fait, je voudrais une ordonnance de dépistage. À un moment, je disais oui, je viens de rencontrer un nouveau chéri. J'inventais des trucs pour rentrer dans les cases. Ça me saoule. Mais c'est vrai que la sage-femme qui me suit actuellement connaît ma situation et pour moi c'était hyper important. Et d'ailleurs elle m'avait dit ah non mais maintenant le frottis c'est tous les 5 ans et je lui ai dit mais pourquoi? Bah parce qu'après 35 ans les femmes ont moins de partenaires. Je lui ai dit ok c'est pas du tout mon cas. Et bah très bien on reste à un frottis tous les 3 ans. Merci. Et super tu vois de pouvoir en parler simplement et d'avoir les réponses qui conviennent et le suivi qui me convient en fait. Bah c'est ça, c'est quand même plus sympa. Plutôt que de pas oser dire parce que oh là là mon dieu j'ai une vie de Sinon les centres de dépistage anonymes qui sont reliés aux hôpitaux aussi sont très bien aussi. Oui c'est vrai. Et ils sont gratuits en plus. Et oui. Donc, Et c'est vrai que moi, c'est des endroits où j'ai pu poser plein de questions, récupérer des préservatifs féminins. Bah oui, parce que du coup, c'est vrai que ton médecin, des fois, t'as pas toujours envie de raconter ta vie intime, quoi. Et ben maintenant, moi, j'ai un médecin et... Enfin, ma généraliste, elle, je lui dis, genre, si elle me ferait une prise de sang pour quoi que ce soit, moi, je déteste les prises de sang. Donc, si j'ai un truc, genre, taux de fer ou quoi, je dis, vous mettez un dépistage MST aussi, s'il vous plaît, avec. Comme ça, c'est, hop, on en fait qu'une. Voilà. Et elle me pose pas de questions, et c'est aussi la généraliste de mon compagnon de vie, donc je sais que tous les deux, on lui demande des dépistages, et elle nous a jamais demandé pourquoi, et en même temps, je trouve ça très bien. Moi, ça me va bien comme ça. Oui, après tout ça, elle regarde pas. Et puis ma sage-femme, elle est au courant. Voilà. Bah oui, ça c'est sûr. Mais ouais, la question des soignants, je me suis... ça m'a fatiguée. Alors moi, je crois que j'ai jamais osé parler de polyamour. Bah, à part à ce centre de dépistage anonyme où j'étais allée, où là, je m'étais dit, c'est bon, je peux y aller. Et en effet, c'était même eux qui me rassuraient. Parce que même moi, j'étais un peu genre, bah, en fait, j'ai plusieurs partenaires. Et oui. Oui, bon, on s'en fout. Bah oui, c'est ça, voilà. Tout à fait, ok. Et donc. Et voilà. C'est ça, genre. Next. Ouais, c'était. Et j'ai lu récemment, je crois que c'était une sage-femme qui disait ça, qui conseillait les personnes multipartenaires de faire un dépistage tous les 3 mois, et les personnes avec un partenaire exclusif, un dépistage par an. Oui. Pour la question de l'adultère, en fait. Oui. C'est un gros tabou, quand même, cette histoire-là. Bah oui, puis je pense qu'il y a plein de gens qui n'auraient pas envie de savoir, qui préfèrent pas savoir, tu vois. Bah ouais, mais bon, il y a un moment, après, tu peux avoir des maladies, quoi. Donc... Et oui. Tout à fait. Voilà, alors, les chagrins d'amour. Les chagrins d'amour. Oui, j'en ai eu plein. Ma pauvre. Non, bah ça va en fait. Enfin là ça va parce qu'en ce moment je suis pas dans un chagrin d'amour, peut-être. C'est marrant parce et puis qu'on survit, c'est ça qu'il faut se dire. On survit au chagrin d'amour. Mais je pense que c'est vraiment le truc que j'aime dans ma vie en général, c'est le relief, tu vois. Même si quand t'es dans le creux de la vague, tu te dis mais pourquoi et je déteste. Parce qu'au final, c'est quand même pas mal aussi le cas dans ma vie professionnelle, tu vois, d'aller dans les hauts et dans les très hauts et les très bas. C'est ma façon de vivre. Et donc il y a des fois, on parlait des red flags, je me dis, là il y a un moment, je vais je vais me manger le mur et après je vais ramasser mes dents. Ouais. Mais j'y vais quand même. Mais après, donc ce que. Non, mais aussi en plus, en vrai. Il y a quand même un truc. Je pense de moins en moins, c'est-à-dire que en vieillissant, on a plus d'expérience et je pense que je suis très forte à percevoir de manière lointaine les red flags et à faire non, ils sont pas là et à y aller quand même. Mais je crois que vu que je les ai vus quand même et que je sais qu'ils sont là, alors qu'avant je ne les voyais même pas, maintenant je les vois quand même et des fois sciemment je fais genre ils sont pas là. Mais quand même si vraiment je vois... que bah non, la relation vraiment à cause de ça sur lequel j'ai mis un mouchoir, ça ne marche pas, assez vite quand même je me casse. Ou j'en parle, ou enfin voilà. J'essaye de pas être dans le déni trop longtemps quand même. Moins qu'avant en tout cas. Et, alors moi j'ai eu après l'expérience. Ouais, mais non, c'est drôle parce que mes 3 derniers chagrins d'amour étaient dans un cadre polyamoureux. Oui. Donc c'est vrai que ça changeait pas mal et que j'ai eu des fois des chouettes pistes d'atterrissage de mon ou mes autres partenaires à ce moment-là, quoi, d'être consolé, accueilli. Moi c'est un truc que je trouve magnifique dans ce que je peux vivre. Et en même temps c'est drôle parce que j'ai eu un énorme chagrin d'amour où j'ai perdu du poids, enfin ça vraiment ça m'avait atteint sur ma santé fort. Et j'ai revu cette personne là il y a pas si longtemps. Et c'était hyper chouette, et du coup je suis revenue et j'ai dit à Lucas, qui donc vous l'avez compris est aussi mon confident, waouh, mais j'ai envie de le revoir, et il me dit mais je comprends pas en fait, ça a été tellement douloureux. Tu te rappelles il y a 5 ans tu t'es ramassé les dents et tout, j'étais là ouais mais en fait j'ai quand même envie, et puis bon il se trouve que en fait ça s'est pas fait, et peut-être mais c'était drôle en même temps, c'était moi j'y retournais. Prête à y retourner, j'y retournais et avec le côté non mais vu que je sais du coup mais oui, je vois ce que tu veux dire.
mais c'est casse-gueule. Donc, ouais, ouais, pas trop dans la préservation de toi-même, toi. Bah, ça dépend pourquoi, mais pour ça, non. Il y a un côté où je vis. J'ai besoin de me sentir vivante. C'est vrai que j'aime pas le côté un peu tiède. Non, j'aime pas. Ouais. J'aime pas du tout. Et après, c'est vrai que tu demandais la durée des chagrins d'amour. C'est hyper pas linéaire. Et même, en fait, il y a des moments où j'ai des espèces de réminiscences, en fait. Ouais. Comme une piqûre de rappel qui vient se... Ouais, d'un truc, ouais. Un souvenir, un machin. Et qu'après, enfin, c'est vrai que quand même, je trouve ça quand même globalement beaucoup plus doux en étant dans d'autres relations en parallèle. Parce qu'il n'y a pas le côté où je me dis, oh là là, je suis pas aimable, je suis pas désirable, je suis une grosse merde. Ouais. Je peux me sentir une grosse merde. Mais vis-à-vis d'une seule personne. Ben oui, puis ça peut un peu atteindre mon estime de moi, etc. Oui, bien sûr. Mais ça va être moins fort et moins total que... Parce qu'il y a d'autres personnes qui t'aiment et qui te soutiennent. Oui. Ah bah c'est clair. Oui. Et puis après, c'est vrai que moi je suis très à l'exorciser avec le côté artistique. Ouais. Donc je vais écrire une chanson, je vais enregistrer un truc, un tableau sonore, ou faire des choses. Et presque, et c'est là où des fois c'est un peu malsain, c'est que du coup ça vient nourrir le côté artistique, et presque genre, ouais, il faut que je vive une vie décorchée pour être inspirée. Bon, on va se calmer, hein. Là, ça match. Oui, bah oui, mais c'est normal. Enfin, je pense que toutes les personnes qui ont une fibre artistique exultent toutes les émotions négatives, toutes d'ailleurs, pas que les chagrins. Oui, bien sûr. Ouais, ça va, il y a d'autres choses dans la vie qui peuvent être négatives pour moi. Malheureusement. Pas obligé d'aller vivre exprès des chagrins d'amour. Putain, non. Mais oui, ça c'est vrai que c'est quand même joli, les autres partenaires qui te soutiennent, qui te consolent d'un chagrin d'amour. Dans le polyamour, c'est quand même un des meilleurs trucs. Et ça n'a pas toujours été le cas. Bah non, j'imagine. Moi, ça n'a pas toujours été... Ouais. Et après, c'est vrai qu'il y a aussi une fois où j'avais été... Je me dis quand même, j'avais été très maligne. C'était déjà de répondre en fait à quels sont mes besoins. Et donc, notamment... Donc là, c'était un moment où j'étais dans un modèle exclusif. Ouais. Et en fait, il y avait ce besoin de contact physique. Ok. Et en plus, moi j'étais étudiante, j'avais pas un rond, mais il me restait une ordonnance de séance de kiné, parce que j'ai plein de maux de dos. Ouais. Et il y avait un kiné que j'étais donc déjà allée voir, et je savais qu'il finissait toutes les séances par un super massage. Et donc, je me suis dit, c'est le moment d'aller utiliser mon ordonnance de kiné pour un contact physique. Bah en fait, c'était un peu ça. Ouais. Et c'est vrai que je me rappelle aller à mes rendez-vous, et à chaque fois ressortir en me disant, ah, comme j'ai eu raison, et en fait, de comment je peux prendre soin de moi. Plutôt que de complètement déléguer ça à son partenaire amoureux. Ouais. Et je pense que c'est le cas sur plein de choses, et que finalement ça peut être aussi nos amis, j'ai besoin de connexions intellectuelles fortes, ou le contact physique, en vrai ça peut être de dire à ses amis, mais j'ai besoin de câlins en fait en ce moment, et est-ce qu'on peut se faire un câlin, ou quoi que ce soit d'autre en fait, de réfléchir à ça, et je trouve ça chouette en fait de se dire quels sont mes besoins, et là qu'est-ce que cette rupture vient chambouler dans mes besoins, et comment je peux essayer de prendre soin de moi et de répondre à mes besoins d'autres manières. Moi-même comme une grande, comme une adulte que je suis. Ouais. Emmanuelle Richard, dans Les corps abstinents, elle parle de ça. Elle dit qu'elle allait chez le kiné et que ça l'a bouleversée en fait, ou l'ostéo, je sais plus, mais d'être touchée par quelqu'un d'autre après tant d'années, parce que je sais plus combien de temps elle est restée abstinente, et bah que ça l'a chamboulée, et qu'en fait ça pouvait être un palliatif en fait. Moi j'ai pas du tout ce manque. Puisque je suis pas quelqu'un qui aime le contact physique de manière générale, enfin qui en a besoin particulièrement. Tu vois, avec Inès, donc mon enfant, on se fait pas de câlins. C'est triste dit comme ça. Mais pas forcément, enfin moi vous avez une très belle relation. Oui, on a une très belle relation au demeurant. Mais c'est vrai qu'on n'est pas... Moi je suis pas câline à la base, et elle ne l'est pas du tout, parce que les chiens font pas des chats apparemment. Et c'est vrai que faire des câlins à mes proches, ça me tend toujours un peu. Je me sens toujours un peu genre, c'est bizarre. Pour moi, c'est vraiment le câlin et coller son corps à l'autre. Pour moi, c'est très sexuel. D'accord. Donc vraiment, c'est exclusivement avec mes partenaires. Et où, pour le coup, je vais l'être quand même. Je vais chercher un câlin, me mettre contre le corps de quelqu'un. Ça, si c'est un amoureux ou une relation, en tout cas, un partenaire, voilà, avec qui je relationne, un ou une.
je vais pouvoir chercher le câlin très peu, je pense, de manière générale quand même, parce que j'en ai pas tant besoin, mais c'est les seules fois où je vais le faire, quoi. Et on en discute régulièrement avec mes proches qui sont, eux, très faire un câlin. Oui, donc vas-y. Bon. Vas-y. Ouais, du coup, je suis toujours un peu genre... tu sais, à taper dans le dos, ouais. truc gêné. Ah oui, moi aussi, massage, câlin, tenir la main, enfin tout type de contact physique, pour moi c'est précieux. Bah ouais. Mais voilà, enfin après je donne cet exemple parce que ça parle de moi, je suis sûre que c'est transposable à d'autres besoins auxquels une relation amoureuse peut répondre. Et puis tu peux le trouver, en fait on peut tout trouver. Tout trouver ailleurs, et l'amitié, encore une fois, est un bien précieux. Dernière question. Quels sont les meilleurs conseils qu'on t'a donnés dans le cadre des relations amoureuses, romantiques ou lecture? Et oui, c'est ça. C'est qu'en fait, moi, cette question, ça m'a renvoyé à 2 moments de lecture et un moment de conseil. Donc, qui ont été des moments de déclic, en fait, vraiment de prise de conscience. La première, c'était, je pense, 2008. Environ. Ouais. À 1 ou 2 ans près. 2008-ish. pour situer. C'était la lecture de Aimer plusieurs hommes de Françoise Saint-Père, où en fait c'était ma première lecture sur la non-exclusivité consensuelle et le polyamour. Et en même temps, j'avais commandé ce livre, donc je pense que j'avais commencé à chercher des choses sur internet et à trouver ce livre et à l'acheter. Ah oui, tu l'avais commandé avant d'être en... Ah, c'est marrant ça. Oui, et après j'ai vécu 3 ans de relation exclusive après avoir lu cette lecture. Ouais. Mais ça m'a fait un déclic de me dire c'est pas moi qui ai un problème, parce que c'était vraiment ça l'idée que j'avais. C'était j'étais en relation, et puis j'avais des coups de cœur, voire je suis amoureuse de plusieurs personnes, je suis polyamoureuse. Et donc ce que ça me renvoyait, c'était... Ah non, c'est mal. C'est mal, et il y a un problème dans mon couple. Parce qu'il y avait aussi ce truc de si tu es intéressé par d'autres personnes, c'est que donc ton partenaire ne répond pas à tous tes besoins, ou tu ne l'aimes plus assez, enfin tout ce genre de bullshit là. Quand tu rencontreras la bonne personne, tu seras plus polyamoureuse. Voilà, et là de me dire, ah mais non, mais en fait, oui, j'avais raison, ma relation elle est très très bien, j'étais super bien et tout, et en plus, bah oui, j'étais aussi intéressée par d'autres personnes. Donc ça m'a fait un... C'est vrai qu'il est chouette ce livre. Enfin, je l'ai lu il y a longtemps, du coup, quand tu me l'avais conseillé. Et oui. Et après, depuis, j'en ai lu plein d'autres que je trouve peut-être plus... qui me correspondent plus encore maintenant sur le polyamour. Mais c'est vrai que pour moi, la salope éthique ou... Compersion. Ah, Compersion. Compersion de Hypatia from Space. Ok, ouais. Et puis récemment, j'ai aimé lire aussi Ella Siloé, je sais plus quel est le titre, Chemin en polyamorie, quelque chose. Où elle, c'est pareil, c'est une autobiographie, elle parle d'elle et de son vécu. De plus en plus, des lectures sur ce sujet. Il y a 8 ans, il n'y avait rien. Et puis après, maintenant, moi, c'est le côté aussi hétéronormé qui va peut-être vite me peser, où je vais... Mais bon, c'est pas grave, je croise plein de lectures différentes, parce que là, je lis le livre de Louise Morel qui va plus parler, donc... de justement sortir de l'hétéronormativité et pas forcément de non-exclusivité, mais voilà. Oui. Donc ça, pour moi, ça avait été un truc, vraiment, je me suis dit, ah, voilà, c'est comme ça que j'ai envie de vivre, en fait. Je suis pas anormale. C'est ça. Ça fait du bien, hein. Après, oui, j'ai eu, alors c'est marrant, donc les 3 ans de relation, et la fin de ces 3 ans de relation, c'était une amie qui m'annonce qu'elle se marie, et donc je me dis, ah ouais, elle en est là, donc dans l'escalator relationnel, hein, j'étais quand même très très dans l'escalator relationnel à ce moment-là, mais du coup, ça a été un déclic, bon, j'étais dans une très grosse crise avec mon partenaire à ce moment-là, et j'en ai parlé avec elle, je lui disais, oui, mais il a plein de qualités, donc je me disais, il va changer. Donc, addict, mythomane, etc. Il va changer. Et elle m'a dit, oui, Amélie, peut-être qu'en effet... Grâce à mon amour, à le soigner. Peut-être que tu vas le quitter, que dans 4 mois, il va changer, tu vas être dégoûté, mais peut-être que dans 10 ans, il en sera au même point. Et donc, ça m'avait... Enfin, le fait qu'à la fois, elle se marie, et à la fois qu'on ait cette discussion et tout, je me suis dit, ah ouais... Et donc je l'ai quitté, donc il semble quand même que ça n'ait pas beaucoup changé après. Enfin, en tout cas, je suis pas du tout... Enfin, T'as jamais regretté cette d'avoir... Mais ça a été bien pire que ça, c'est qu'après coup, je me suis dit, waouh, le temps et l'énergie de dispo que j'ai, waouh, c'est incroyable. Voilà, parce qu'en fait, là, pour le coup, j'étais sa maman, je faisais tout. Voilà. Et puis là, récemment, dernier conseil, en fait, ça a été un article de Elisande Colladan, qui est thérapeute féministe, et je pense que c'était le jour de la Saint-Valentin qu'elle avait partagé ça, où... Il faut lire l'article avec tout, parce qu'il est très très riche et que je vais en faire un résumé vraiment tellement édulcoré. Mais voilà, moi, le déclic que ça m'a fait, c'était, elle parlait du prince charmant et du fait que pendant des années, les femmes cherchaient le prince charmant. Et donc moi, voilà, à 16 ans, et puis même à 25 ans aussi, je pense, je cherchais le prince charmant.
Et que maintenant les femmes cherchent l'homme féministe, et donc oui, je cherche. Le nouveau prince charmant. Et donc elle disait, ni l'un ni l'autre n'existe. Non. Ah voilà, c'est bon, c'est réglé. Mais ouais, mais sur le coup, ça m'a vraiment fait un ah merde. Et en même temps, mais oui, c'est ça en fait. Et donc d'arrêter de chercher l'homme féministe, parce qu'il n'existe pas. Et qu'en fait, en vrai, donc c'était février cette année, hein, je cherchais l'homme féministe, ou je cherchais à ce que mon compagnon soit l'homme féministe. Et donc, après, je sais plus si c'était dans le même article, mais donc elle, sa posture, c'était pensez à vous, quels sont vos besoins, quelles sont vos limites, posez vos limites, etc. Donc d'être centré sur soi. Et ne cherchez pas à changer l'autre, donc arrêtez de dépenser votre énergie et votre temps à essayer de changer l'autre, parce qu'en fait ça marche pas. Et par contre, évidemment, dites à chaque fois que c'est pas ok. Ouais. Et bon, mais en même temps, c'est vrai qu'en disant ça, très honnêtement, il y a une part de moi qui se dit mais comme ça, du coup, il va changer. Donc tu vois, je reste quand même dans ce fantasme et cette espèce de modeler un peu ton homme parfait féministe. Et en même temps, c'est vrai que je vois bien que forcément dans une relation longue, ou même courte en fait, quand on relationne avec quelqu'un, l'autre nous influence, on se teinte, etc. Donc c'est sûr qu'on se teinte l'un l'autre. Et puis comme je te disais, on peut, en tant que meuf féministe, on éduque forcément les mecs cis avec qui on sort, parce que c'est nous qui avons ces lectures-là, parce qu'on est concernés, donc c'est obligé que ça passe par nous, en fait. Et oui, et donc, en fait c'est marrant, parce que moi je pense que je passe par plein d'états, avec des moments où je suis très en colère, et où je me dis non mais j'en ai marre de m'occuper de ça, je veux pas m'en occuper. Ouais, moi aussi, hein, j'ai des phases où, comme je dis, le kit pédagogique pour... déconstruction des hommes, c'est pour que ça nous pèse plus à nous, mais en vrai c'est nous qui allons le construire, et c'est nous qui allons les acheter, et c'est nous qui allons les foutre sous le nez de nos mecs. Non mais bien sûr. Donc du coup, l'équilibre c'est quand même de s'écouter soi, et donc c'est ok à des moments d'être fatigué, de pas vouloir ça rejoint la charge émotionnelle, de pas vouloir prendre ça en charge. Et puis qu'à d'autres moments on a peut-être plus d'énergie, plus d'élan, et puis qu'en même temps ça va être plus joyeux aussi quelque part. Oui, c'est ça. Alors du coup, ce que je le disais sur Bell Hooks, le pouvoir de changer, je crois. La volonté de changer, les hommes, la masculinité et l'amour. Que je n'ai pas encore lu, mais qu'il faut absolument que je lise, apparemment. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Moi, j'ai lu les 3 premières pages tout à l'heure, et en effet, je vais le chercher. Cool. Tout a l'air bien, du coup. Tout à fait. Oui, c'est ça, où elle disait que le fait d'éduquer les hommes en tant que femmes féministes peut aussi être quelque chose de beau. Alors moi j'ai tendance à dire c'est surtout encore du travail gratos qu'on va faire, et voilà. Faut pas l'oublier, mais en effet peut-être qu'il y a un juste milieu à trouver. Peut-être qu'on peut trouver un endroit où on peut se ménager tout en apprenant des trucs quand même sur le féminisme à nos partenaires, ou à nos enfants. Tu vois ? En vrai, dès lors que nous on a appris un truc, parce qu'en fait il faut pas oublier que moi il y a 10 ans j'étais pas du tout éduquée, tu vois, et que en fait c'est grâce à des nanas que je suis tombée dedans. Oui, alors il y a eu une connexion au départ, et après c'est toi qui allais chercher. Bien sûr, mais parce que je suis concernée. Oui. Donc forcément je vais aller chercher le truc parce que ça me parle et que j'ai envie de m'émanciper. En fait, c'est vrai que c'est ça que et les hommes qui sont en couple avec des femmes, ils ont aussi envie de, normalement, quand même si c'est à peu près des bonnes personnes, ils vont aussi s'intéresser un minimum parce que, en fait, déconstruire leur masculinité ou les schémas de domination, ça peut les intéresser quand même. Alors, il y a par rapport au bien-être et l'épanouissement de leur chérie, c'est ça. Mais il y a aussi par rapport à eux, et puis à eux de se défaire aussi des carcans de la masculinité toxique, et qu'il y en a certains que ça pèse beaucoup bien aussi. Sûr. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans les 3 pages, donc, que je voulais vous faire une conférence sur le livre, parce que j'ai lu 3 pages, je suis donc experte, n'est-ce pas ? Je vais le chercher pour le montrer. C'est qu'elle elle parlait en fait, et oui, il est violet, il est beau. Il est beau. Je dis qu'il est violet parce qu'avec l'image on le voit pas forcément. Et moi j'ai pu avoir cet élan de se dire en fait je vais être bien si je me coupe des hommes, et moi aussi, de vivre entre femmes, et d'être loin, les Baba Yaga là, loin des hommes cis hétéros, voilà, et qu'elle dit que malheureusement la société ne va pas changer. Oui, parce qu'en fait, il y a 50% des gens qui sont des hommes cis. Voilà. Donc en même temps, moi j'ai envie de dire très bien, et donc moi je fais des cercles de femmes, j'adore les moments en non-mixité, etc. Parce que ça me ressource, et que je vais continuer en fait de m'offrir et de créer ces espaces. Tu peux avoir des espaces, des bulles. Et je pense que c'est important de s'écouter là-dessus, et ou d'y goûter si on n'y a jamais goûté, etc.
Et en même temps, voilà, les moments où j'ai de l'énergie et où je suis bien, en effet, tu vois, en fait, bon, j'ai l'impression que la voie du milieu, c'est pas mal, tu vois, d'un peu naviguer entre les deux, et voilà, de à la fois se préserver, se ressourcer, se nourrir, se reposer, et puis quand on a de l'énergie, d'aller, voilà, au front. Mais voilà, j'ai été touchée par ces 3 premières pages, et je vais lire la suite. Voilà. Super, merci belle Hooks. Mais d'abord, je vais finir Comment devenir lesbienne en 10 étapes. Puis peut-être après, je voudrais plus lire le livre, du coup. On verra. Quels hommes? Où ça, il y a des hommes? Je te dirai. Ouais. Eh bien, écoute, je crois que nous avons terminé. Je crois que c'était ma dernière question. Hein. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, là, comme ça, qui te viendrait? Non, moi j'aime bien, tu vois, sur ce sur quoi on arrive. Après, oui, on pourrait parler des heures de... Oui. Comme on a... Enfin, un peu ce qu'on s'est dit, toi et moi, hier, par rapport à la question de la misandrie. Mais enfin, voilà, pour moi, on touche un peu ça du doigt, là, avec la fin de... Qu'il y a des... De toute façon, j'ai une par exemple, une vidéo sur ça. Où je parlerai du livre et de tout lecture. Ça. J'ai déjà un peu... Voilà, j'ai un peu commencé, là, avec ma dernière vidéo, où je disais que... Oui, j'étais dans une certaine misandrie, que je pouvais l'être encore aujourd'hui, mais que je vois bien que, bah oui, les hommes existent, et que parfois on a des élans vers eux, et que c'est difficile en fait, et c'est un truc dont je voulais parler aussi, mais j'en parlerai plus tard, mais dans cette idée-là de misandrie, je vais me couper des hommes et devenir lesbienne, politique, il y a Olympe de G, qui a beaucoup parlé de ça, parce que c'était complètement ce qu'elle avait sa volonté en fait, voilà. Sauf qu'elle n'y a pas réussi. Enfin, en tout cas, aux dernières nouvelles. Après, il faudrait que je retourne voir son blog. D'accord. Mais j'ai entendu un podcast, elle était invitée dans un podcast que j'écoute. Et c'est marrant parce que je connaissais cette personne, je la suis sur Insta et tout, mais j'avais pas du tout capté ce truc à un moment donné qu'elle avait annoncé un peu en grande pompe apparemment en disant bah maintenant je serai lesbienne politique et stop les mecs en fait, j'en ai marre, qui peut nous parler à toutes, hein, tout à fait, ouais. Et où voilà, dans ce podcast elle disait bah en fait j'y arrive pas, et en fait stop les injonctions à soi-même aussi. Bah merci, bon. Je suis d'accord, c'est ça, j'avais pas la phrase aussi claire. Parce que tu peux te flageller de ah non va. J'arrive pas à être lesbienne alors que je serais tellement plus heureuse, peut-être. Mais c'est vrai que j'ai une copine qui est venue avec moi à la Pride, elle voulait mettre sur son affiche je voudrais être hétéro mais j'y arrive pas. C'est pas mal. Mais oui, et donc par rapport à la misandrie, moi ce que je me rends compte aussi, c'est que du coup ça peut me laisser bloquer dans une colère super forte. Alors la colère est complètement légitime. Et donc ça, je sais que je vais continuer d'avoir des moments de colère et à des moments dire non, dire stop et tout. Et donc ça, c'est légitime et tout. Et il y a des moments, en même temps, de nourrir cette misandrie. Enfin, je sais pas comment dire, il y a un moment, je vais me rouler dedans. Et du coup, me rouler dans ma colère, ça va faire que... Et en fait, je suis mal. Oui, ça peut être autodestructeur. Et je n'en tire rien de... Enfin, il y a un certain degré, en fait. Et passé un certain degré, je n'en tire rien de positif et de constructif, moi, dans ma vie, autour de moi, etc. Et c'est vrai que ça, je l'ai compris récemment en allant à un stage de tantra. Et où je suis redescendue et j'étais dans un apaisement et de pouvoir connecter avec certains hommes et d'entendre aussi leurs souffrances, leurs sensibilités, leurs difficultés et tout, et de me dire mais en fait et d'avoir des points alliés sur des points communs, des choses des choses comme ça, et qu'en même temps il y en a, c'était hyper intéressant, j'étais touchée par leur sensibilité, les difficultés qu'ils traversaient, et en même temps des comportements qu'ils avaient qui pour moi étaient pas ok du tout. Bah oui. Et de me sentir bien face à ça. C'était hyper intéressant et en même temps hyper agréable pour moi, de me sentir dans une paix en fait, qui est forcément temporaire et tout, parce qu'on reste dans une société patriarcale et que je vais continuer. Oui, au prochain féminicide, ça va repartir. Voilà, ça c'est... Mais voilà, de revenir apaiser un peu ce feu en fait, ça me faisait du bien. Et merci pour... moi, ça, le mot de la fin de stop les injonctions envers soi-même. Ouais, se foutre la paix. C'est bien aussi. C'est difficile. Ouais. Ouais, mais en fait, souvent, on est la personne avec laquelle on est la plus exigeante, c'est nous-mêmes, et ce qui peut être bien, parce que ça peut être un moteur, mais à un moment donné, ça peut aussi être un fardeau, quoi. Et qu'est-ce que je dirais à une amie qui vit cette situation ? Ah ouais, en fait, je serais beaucoup plus douce avec elle, bien et soutenante et tout. Ah bah ok, je vais me le dire à moi-même. Ouais. Oui, c'est une bonne... toujours un bon exercice de se dire, mais qu'est-ce que je dirais si c'était une de mes potes qui vivait cette situation. Fous-toi donc la paix. Tu veux relationner qu'un homme ? Mais fais donc. Si ça fait du bien, écoute.
Voilà, ça c'est un bon à terminer là-dessus. C'était le mot de la fin. Bah merci Amélie. Et ben merci à toi. Écoute, et c'est vrai que j'ai pas dit que en fait dans ma dernière vidéo je parlais de toi en fait les cercles de femmes. Mais oui, c'était trop émouvant de voir. Mais oui, l'après parce que ces lettres je les fais dans plusieurs salles dans différentes villes et j'ai des petits messages des fois après forcément, mais de vraiment là il y avait une vidéo carrément consacrée. C'était beau. Merci. Bah merci à toi, écoute. Oh. À bientôt. Eh ben oui, à bientôt. On est bien? On est bien. 1, 2, 3. J'arrive jamais à le faire du premier coup. Coucou les gens. C'est ça que je dis d'habitude. Salut les gens. Ouais, bon bref. Je suis désolée, c'est pas ça y est, ça me fatigue déjà. D'accord. Je me saoule déjà. 1, 2, 3.